La question est extrêmement sensible. Faut-il autoriser l'Ukraine à utiliser les armes occidentales pour frapper le territoire russe en profondeur? La demande vient du président ukrainien Volodymyr Zelensky et elle se fait de plus en plus pressante. Mais les Occidentaux hésitent. Ils redoutent de provoquer une escalade plus directe avec la Russie. Menace que Vladimir Poutine n'hésite pas à brandir. Le général François Chauvency est avec nous. Bonsoir général. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes consultant en géopolitique, rédacteur en chef de la revue Défense de l'Union IHEDN, l'Institut des hautes études de défense nationale. Général, d'abord, pourquoi est-ce que l'Ukraine souhaite frapper la Russie en profondeur? Quel est pour Kiev l'intérêt stratégique de ce type de frappe? Alors l'intérêt stratégique au point de vue politique, c'est contraindre finalement les alliés à accepter que l'Ukraine fasse la guerre comme elle l'entend. Et le niveau militaire, c'est un peu différent. C'est être capable de frapper là où il y a les postes de commandement, la logistique, les bases aériennes, d'où partent les avions russes frappant sur l'Ukraine. Donc c'est finalement affaiblir l'effort de guerre russe en Ukraine. Affaiblir l'effort de guerre russe, donc ça veut dire effectivement désorganiser toute la logistique russe à l'arrière du front, hein, si on peut dire, et ouvrir aussi, on l'imagine, un autre front peut-être plus large que celui de Koursk en ce moment sur le territoire russe. Alors, je n'y crois pas. Koursk ayant eu sans doute pour ambition de ramener des forces russes qui étaient sur le front, ce qui ne semble pas vraiment apparent à la date d'aujourd'hui. En revanche, taper avec des armes de longue portée qui vont donc jusqu'à environ 300 km maximum, c'est frapper des aéroports d'où partent les avions russes qui transportent des bombes planantes, qui font énormément de dégâts sur les forces ukrainiennes sur la ligne de front. Alors justement, quels dégâts est-ce qu'ils peuvent provoquer? Parce que les Ukrainiens, pour l'instant, disent qu'ils ne veulent cibler, c'est ce que vous nous dites aussi, que des infrastructures militaires russes. Est-ce qu'on peut imaginer, avec des missiles longue portée qui peuvent aller jusqu'à 300 km de distance, qu'il y aurait aussi des dégâts collatéraux parmi les civils russes? Ou ça peut être évité? Non, ça ne peut pas être évité. Il faut arrêter le fantasme de croire qu'une guerre se fait sans mort civile. C'est dur à dire, mais la réalité, il y a des morts civiles. Ça ne veut pas dire qu'elles soient ciblées volontairement. Il y aura forcément des dommages collatéraux. Donc la question n'est pas tellement là. La question c'est d'utiliser toutes les armes utiles à la guerre pour la gagner. Et le discours, on le voit aujourd'hui. On a eu beaucoup de discours au début de la guerre sur les dommages civils causés par les Russes. Aujourd'hui, il se passe la même chose du côté russe causé par les Ukrainiens et finalement, on s'aperçoit que de part et d'autre, on accepte ces morts parce que c'est la guerre. Parce que c'est la guerre. En tout cas, si les Occidentaux autorisent l'Ukraine à frapper la Russie, eh bien, le président russe promet, lui, des décisions appropriées, hein, je le cite, sans donner plus de détails. On va écouter tout de suite Vladimir Poutine. Il ne s'agit donc pas de savoir s'il faut ou non autoriser le régime ukrainien à frapper la Russie avec ses armes. Il s'agit de décider si les pays de l'OTAN sont directement impliqués dans le conflit militaire ou non. Si cette décision est prise, cela ne signifiera rien de moins que la participation directe des pays de l'OTAN, les États-Unis, les pays européens, à la guerre en Ukraine. Si c'est le cas, alors en tenant compte du changement de nature du conflit, nous prendrons les décisions appropriées en fonction des menaces auxquelles nous serons confrontés. Voilà, ces menaces du président russe, il faut selon vous les prendre au sérieux, notamment cette menace nucléaire qu'il brandit depuis le début de la guerre? Oui, alors je crois qu'il faut la mettre en bout de chaîne, mais qu'auparavant la question est vraiment de savoir dans quelle mesure les armes à longue portée vont influencer la stratégie de guerre de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, les armes dont on parle sont des armes qui tirent à 100, 160, 300 km, donc frappant la terre russe. La question c'est ça, frapper la terre russe. Donc ces armes-là, elles sont là. Maintenant, ce qui est dit surtout est intéressant, c'est que ce sont quelques nations qui fournissent. Ce sont les États-Unis, la France et l'Angleterre, ou la Grande-Bretagne. 3 États qui sont responsables finalement de l'armement qu'ils mettent à la disposition de l'Ukraine. Et que dans le monde, un certain nombre de missiles, il faut quand même une autorisation de chaque État pour utiliser, parce qu'il y a peut-être même du personnel qui peut contribuer, finalement, notamment du côté américain, à l'usage de ces armes. Dès lors qu'il y a du personnel étranger de ces pays-là, et pas de l'OTAN, il faut quand même différencier les deux, qui mettent en œuvre ces armes, effectivement, la Russie peut interpréter, finalement, l'usage de ces armes sur le territoire russe comme une agression de ces pays, puisqu'il y aurait des assistants militaires qui donneraient un coup de main, en quelque sorte, au bon usage de l'arme. Et en même temps, on a appris il y a quelques jours l'envoi de missiles balistiques iraniens à la Russie. Alors ce sont des missiles FAT 360. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Est-ce que ce sont des missiles également de longue portée ?
Oui, le problème, c'est moins de 500 km. Voilà, moins de 500 km. En fait, on peut se poser la question pourquoi la Russie, aujourd'hui, aurait besoin de missiles supplémentaires. Moi, j'en déduirais, c'est qu'elle n'est pas capable de produire suffisamment de missiles pour frapper l'Ukraine et que finalement, dans un cadre d'échange de bons procédés, entre guillemets, entre l'Iran et la Russie, pour renforcer leur alliance aussi, eh ben, l'Iran a sans doute proposé ses armes, la Russie peut-être allée les chercher et les demander, et qu'on est peut-être aussi avec des échanges de technologies qu'il ne faut pas écarter, car quand un pays donne de l'armement à un pays en guerre, c'est qu'il attend quelque chose en échange. Que peut-il attendre? Vous parliez du nucléaire. On a quand même des compétences nucléaires en Russie qui pourraient servir à l'Iran, même si dans le passé, la Russie disait effectivement dans le passé, je ne veux pas que l'Iran soit nucléaire, mais aujourd'hui, est-ce que justement la Russie n'a pas changé d'avis? Ne serait-elle pas prête à faire quelques concessions? Ces livraisons d'armes iraniennes à la Russie, elles peuvent changer quelque chose sur le terrain de la guerre en Ukraine ou peut-être pas tout de suite? Aujourd'hui, à mon avis, aucune arme n'est capable de changer la situation sur le terrain. Tout dépendra de la volonté politique de se battre de part et d'autre, des capacités humaines, parce que peut-être la question la plus importante, c'est les ressources humaines de part et d'autre pour faire la guerre. Les équipements en soi ne sont que des outils de guerre. Et on se bat même avec peut-être une arme de la dernière guerre mondiale. Donc ce n'est pas les armes qui vont changer quelque chose. Elles vont modifier peut-être localement des rapports de force, mais globalement c'est plutôt la volonté des politiques d'un côté, la volonté des soldats sur le terrain, mais aussi je dirais la résilience, je vais prendre ce terme qui est très à la mode chez nous, la résilience des opinions publiques à faire cette guerre. Et c'est ça là, qui fera la différence. Ce n'est pas forcément les équipements qui seront mis sur le terrain. Et pourtant, on a quand même le sentiment aujourd'hui que les forces russes sont toujours en position de force et on peut s'en étonner. Malgré les dons militaires, les dons financiers faits par les États occidentaux, on a quand même régulièrement des annonces. Le président Volodymyr Zelensky continue sa quête de soutien à l'international et pourtant, on l'a appris aujourd'hui encore, dans l'Est, la Russie a conquis une nouvelle localité ukrainienne. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Alors je dirais que nous n'avons pas Dieu précisément sur le terrain. On ne fait que se rapporter à ce que disent les dirigeants de cette guerre. Donc nous sommes aussi dans une communication dite stratégique qui peut s'apparenter parfois de la propagande. C'est-à-dire que le chef politique donne un angle, ce n'est pas forcément exactement la réalité. Et effectivement, on peut se poser la question, si vous prenez le Kyiv Independent en ligne, on s'aperçoit qu'à la date d'aujourd'hui, il y a 650 000 soldats tués du côté russe et blessés. Ce qui est quand même phénoménal. Et on voit quand même, comme vous l'évoquez, que des villages continuent d'être pris. Donc s'il y avait tellement de pertes sur le terrain, comment voulez-vous qu'une armée puisse se battre? Donc on est entre les deux, il y a des pertes importantes, oui, mais pour l'instant on voit bien que les Russes continuent, ils sont capables de se battre et surtout de ne pas mobiliser d'une manière supplémentaire. Donc ils ont des ressources. Et je me répète, nous sommes dans la vraie question des ressources humaines de part et d'autre, du côté russe pour continuer d'alimenter 1000 km de front, ne l'oublions pas, et puis du côté ukrainien pour tenir ces 1000 km alors que justement leur mobilisation n'avance pas très bien. Alors il y a un autre front, cette fois sur le territoire russe, dans la région de Koursk, où les Ukrainiens ont lancé cet été une offensive surprise, si je puis dire. Les Russes ont lancé depuis quelques semaines une contre-offensive. Où on en est de cette contre-offensive russe? Alors aujourd'hui, vous avez une sorte de pointe qui va du sud vers le nord, pour faire simple, dans la région de Koursk, sur la terre russe. Les Ukrainiens n'ont pas eu beaucoup de résistance face à eux, et ils ont effectivement conquis un peu plus de 1000 km², une centaine de villages, voilà, mais dans une zone absolument pas stratégique au point de vue militaire, il faut quand même le reconnaître. D'un autre côté, aujourd'hui, effectivement, vous avez cette contre-attaque, notamment menée par l'Ouest, par des forces aéroportées, qui ont réussi à franchir une rivière qui faisait une ligne de barrière, en quelque sorte, et qui sont en train de prendre plus ou moins à revers les troupes ukrainiennes qui sont allées vers le nord. Donc par l'Ouest et le Sud, vous avez des forces qui s'avancent. Et donc maintenant, la question est de savoir combien sont-elles vraiment? Est-ce qu'elles sont capables de peser sur la décision, capables de menacer réellement les forces ukrainiennes? Je dirais que la logique militaire voudrait que si cette force est suffisamment conséquente, les Ukrainiens seraient contraints de se replier, d'une part pour ne pas se faire encercler, parce que quand même les forces russes commencent à arriver, et d'autre part aussi pour préserver leur capital de guerre. Elles ont engagé un certain nombre de brigades, et plus on les laisse au contact, plus elles sont affaiblies, et moins elles sont utiles sur le front. Moins elles sont utilisées sur le front. En tout cas, il y a quand même peut-être une certaine forme de stratégie d'épuisement de part et d'autre. Est-ce que vous croyez encore, après plus de 2 ans de guerre, à une victoire de l'Ukraine? Est-ce que c'est encore possible? Pour moi, il ne peut pas y avoir... Alors d'abord, qu'est-ce qu'une victoire? Pour l'Ukraine, la victoire, c'est les frontières de 1991. Donc je réponds à votre question, c'est non. Je ne vois pas comment l'Ukraine, aujourd'hui, pourrait regagner tout ce territoire perdu. Elle ne pourrait le regagner que si la Russie était définitivement battue quelque part et contrainte de négocier, ou que si les moyens de pression des Occidentaux soient suffisamment forts pour peser sur Poutine. Et dernier point peut-être aussi, que Poutine soit renversé. N'excluons rien. Mais au bilan à la date d'aujourd'hui,
Les Ukrainiens sont à la peine, les Russes sont en avancée, certes lente, mais ils avancent. Et objectivement, on ne peut pas dire que les Ukrainiens sont en mesure de gagner cette guerre s'ils veulent avoir leurs objectifs de 91. Ce qui veut dire que tôt ou tard, Zelensky sera obligé de négocier. Mais maintenant, il faudra le faire accepter par son opinion publique. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. C'est peut-être d'ailleurs pas lui qui mènera cette négociation. On verra ça à l'avenir, nous le dira. Les Russes se sont dit récemment, les autorités russes, prêtes à négocier, à participer à des négociations auxquelles seraient admises les autorités ukrainiennes. À quelles conditions? Quelles sont les conditions territoriales, militaires posées par la Russie? Le problème, j'ai parlé de l'incapacité, je dirais, ukrainienne à faire valider ses objectifs. Ça va être pareil du côté russe. Qu'est-ce que veut la Russie? La Russie veut la Crimée et les 4 oblasts, c'est-à-dire les 4 provinces que la Russie a annexées depuis février 2022, sachant qu'elle n'en contrôle peut-être que 70%, pas plus. Donc elle voudrait en plus que l'Ukraine donne du territoire, sans doute jusqu'au Dniepr, en gros, le grand fleuve qui fait la séparation naturelle et historique de cette région. Et donc, en fait, c'est imposer la défaite à l'Ukraine. Et je ne vois pas comment aujourd'hui l'Ukraine pourrait accepter cette situation. Donc, on est dans une situation, d'un côté, but inatteignable, de l'autre côté, but aussi inatteignable. Donc, à un moment donné, il faudra bien négocier pour dire où on s'arrête. Et le problème, est-ce que d'un côté, on est prêt à perdre du territoire? De l'autre côté, est-ce qu'on est prêt à admettre de ne pas avoir tout ce qu'on a réclamé? Sachant que quand même, quand on inscrit dans sa constitution qu'on annexe des territoires, ça devient une terre russe. Et quand ça devient une terre russe, comment expliquer à votre propre opinion publique russe, qui existe quand même un petit peu, que finalement, toute cette guerre, pourquoi faire? Donc voilà la difficulté aujourd'hui de part et d'autre, c'est que de part et d'autre, on a des buts inatteignables en géopolitique. La seule différence se fera sur le champ de bataille, celui qui prendra l'avantage pour imposer finalement peut-être une défaite militaire à l'autre, et donc imposer ses arguments pour une négociation. Et vous le disiez à l'instant, il va falloir négocier. La Russie et l'Ukraine ont annoncé aujourd'hui avoir échangé plus de 200 prisonniers de guerre. Comment est-ce que ça se passe en coulisses? Ça veut dire qu'il y a des échanges entre les états-majors des deux armées? Il y a toujours eu des échanges entre deux armées en guerre. Et ça se fait par les services de renseignement en général. Et puis après, c'est un deal. Et je crois que l'enjeu, notamment, alors je ne suis pas certain que c'était des prisonniers uniquement de la région de Koursk, mais la question qui a été Non, il y en a qui avaient été capturés aussi, côté ukrainien, lors de la bataille de Mariupol, voilà, donc il y a plus de 2 ans. Il y a les héros d'un côté, et de l'autre côté, le pauvre conscrit qui a été pris par hasard, il ne savait pas ce qu'il faisait là, et il a été fait prisonnier par les Ukrainiens. Et je crois que autant le bataillon Azov, pour les Russes, ça leur parlera pas dans le bon sens, mais autant voir revenir des conscrits russes qui n'étaient pas là pour se battre, juste pour faire leur service militaire, les voir revenir, c'est important. Maintenant, la déclinaison politique est intéressante, puisque finalement, si effectivement il y a ces conscrits dans les champs de prisonniers, moi j'appellerais ça presque un geste de bonne volonté de la part de Volodymyr Zelensky, peut-être, je vous rends vos prisonniers, mais c'est aussi un message vers l'opinion publique russe. Attendez, je ne suis pas un nazi, je vous rends vos jeunes hommes. Donc faites pression sur Vladimir Poutine. Il y a aussi de la communication sur ce volet-là. Merci beaucoup, Général François Chauvency. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue Défense de l'Union, IHEDN, l'Institut des hautes études de défense nationale.